Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose de suivre une conférence sur l'histoire des idées et on va parler en particulier de la notion de progrès. Alors, je vais m'appuyer sur différents textes, donc j'ai fait des coupures pour composer un petit billet de blog. Ce qui va nous intéresser en particulier, c'est une certaine expression de l'idée de progrès qui croise en fait l'évolution d'un mythe, le mythe de l'âge d'or. Donc ce sera voilà, quelques remarques sur la pensée du progrès en Europe depuis la Renaissance jusqu'au début du XIXe siècle, avec le lien que ça peut avoir sur la réactivation du mythe de l'âge d'or. Donc, premier texte, c'est un extrait de l'Histoire de la marche d'Antoine de Bec, donc, qui est un historien contemporain. Les transhumances ovines, donc le déplacement de moutons et de bestioles, n'est-ce pas, à pattes, sont un phénomène méditerranéen millénaire de grande ampleur, concernant une vingtaine d'aires en Europe du Sud, Espagne, Portugal, France, Italie, Bosnie, Albanie, Grèce, Macédoine, Serbie, Bulgarie, Roumanie, Turquie, Crimée, non loin le Caucase et l'Iran, ainsi que l'Atlas marocain. Oui, donc il a étendu bien au-delà de la Méditerranée, en fait. Les migrations estivales sont cependant les plus importantes par la tradition, l'implication économique, le nombre de bêtes concernées et l'imprégnation culturelle en Espagne, dans la plupart des massifs, en France, dans les Alpes du Sud, les Cévennes, le sud du Massif central et les Pyrénées, en Roumanie, dans les Carpates, et en Turquie sur le plateau anatolien central. Les historiens ont trouvé des traces dès l'Antiquité grecque puis romaine de ces déplacements pastoraux qui permettent aux troupeaux ovins des plaines de bord de mer de fuir la chaleur au beau jour et, sous la direction des bergers, de monter vers les pâturages d'altitude pour y trouver herbe et fraîcheur 4 mois d'été, avant de démontagner à l'automne, en prévision des premières neiges, afin que les brebis retournent mettre bas les précieux agneaux dans les bergeries de la plaine originelle. Le système est au point, l'homme prélève la plupart des jeunes mâles pour sa consommation, nourrissant les femelles, fécondées par quelques représentants masculins sélectionnés et élevés pour être les chefs des troupeaux. Cela ressemble au cycle d'un premier état de civilisation, éternellement recommencé, ce que les auteurs anciens nommaient l'âge d'or. C'est intéressant parce que là, Antoine de Bec propose de relier les conceptions cycliques du temps, très caractéristiques effectivement des sociétés traditionnelles, en tout cas dans le monde voilà, méditerranéen, gréco-romain, ça marche très bien. Il faudrait voir jusqu'où on pourrait étendre cette idée de temps cyclique à d'autres aires culturelles traditionnelles, mais on va dire que pour les sociétés traditionnelles d'Europe, ça marche très bien. La transhumance véhicule au sein de l'imaginaire collectif l'irrésistible cycle éternel de l'harmonie des hommes, des bêtes, comme fondu dans les saisons, les paysages et la mise en marche. Ébranlement et appel à reprendre toujours le cours d'une vie vécue dans et par la nature. Théocrite, Virgile, Ovide ou Longus avec Daphnis et Chloé, qui est un roman de l'Antiquité romaine, je crois, voyait déjà dans la pratique pastorale de l'Arcadie et ses bergers un modèle d'harmonie entre l'homme et la nature, cet âge d'or décrit par Hésiode. Alors l'Arcadie, c'est une région de l'ouest de la Grèce, enfin de la péninsule grecque. Et il me semble effectivement que dès l'Antiquité, elle a la réputation de compter voilà, des peuples un peu pastoraux qui ont des troupeaux, qui vivent dans des zones moins urbanisées que d'autres parties de la Grèce où il y a des cités, et qui a eu une réputation, dans toute une tradition littéraire, d'être un peu la terre de l'âge d'or, sous une forme un peu archaïque. Alors je fais un petit test pour régler mon micro. Est-ce que ça change quelque chose que je fasse ça ou pas?
Ouais, on va dire que c'est mieux, je suis pas sûr. Donc voilà, c'est intéressant que Antoine de Bec relie finalement les cycles de la nature et les mouvements des troupeaux selon les saisons d'un côté et une conception du temps cyclique. Est-ce que cette conception du temps est le produit d'une sorte de décalque symbolique des activités sociales ou est-ce que ces activités se sont développées à cause, en quelque sorte, de ces représentations mentales? Voilà, bon, c'est difficile à trancher, c'est pas vraiment le but de l'exposer, de le trancher, mais il y a au minimum une affinité entre ces activités pratiques d'un côté et ces représentations mentales de l'autre. Après, ce serait un débat de sociologie et d'histoire de se demander si l'un des éléments détermine l'autre ou s'il y a une détermination réciproque. Donc ça nous fait un premier cadre finalement, le temps cyclique des conceptions du monde païennes, gréco-romaines par exemple. Voilà, il y a toutes sortes de cycles qui sont pensés par la tradition religieuse de ces sociétés ou plus tard par certains philosophes. Il y a des conceptions du temps cyclique, par exemple chez le philosophe présocratique Héraclite, qui nous explique que le monde, en fait, il est amené à brûler dans les flammes et puis à renaître selon une succession voilà, de destruction et de recréation. Euh, il y a un petit peu d'un certain côté cet aspect-là dans le paganisme nordique des Scandinaves avec le Ragnarok, puisque c'est une fin du monde qui n'en est pas vraiment une. Certes, dans la mythologie scandinave, à la fin des temps, les dieux meurent dans des batailles épiques, mais le monde n'est pas totalement détruit, il va renaître avec un couple d'hommes, enfin un homme et une femme, et quelques dieux auront survécu à la grande destruction finale, donc le monde ne meurt jamais tout à fait, il y a toujours un cycle qui recommence à la fin d'un autre. Voilà, donc ça c'était un peu le cadre avant que vienne l'idée justement d'une rupture historique et d'un progrès qui nous amènerait à une situation qui serait fondamentalement différente de celle qu'on a obtenue au préalable. Pour une bonne partie du développement qui suit, je vais citer un article du Dictionnaire du progressisme, co-dirigé par mon ancien directeur de recherche à la Sorbonne en histoire, le professeur Olivier Dard, et puis il y a d'autres auteurs qui l'ont co-dirigé. Là précisément, l'article en question est de Frédéric Rouvillois, qui est, je crois, plutôt un juriste, plutôt un spécialiste d'histoire du droit, enfin j'ai un doute, il faudrait vérifier ses travaux exactement, qui est un auteur, et ça se sent dans la tonalité générale du dictionnaire, d'orientation plutôt conservatrice. Donc le point de vue qui va être développé est quand même plutôt critique des idéologies du progrès qui vont être décrites. Il faut garder ça à l'esprit tout en lisant voilà, ces textes avec intérêt, parce que les éléments factuels et historiques qu'ils présentent sont intéressants en eux-mêmes, quand bien même on n'aurait pas forcément l'orientation idéologique de l'auteur. Donc, on a parlé justement d'Hésiode, le poète de la mythologie grecque ancienne, donc on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Hésiode est connu pour sa théogonie qui explique la création, non pas du monde justement, mais des dieux au sein du monde. Voilà, comment les dieux s'engendrent les uns les autres, comment Zeus est né de Chronos, qui est né lui-même d'Ouranos, avec toutes les générations de dieux, etc. Il a écrit aussi un autre texte poétique, Hésiode, ce sont les travaux et les jours, qui décrit de façon idéalisée une vie de travail à la campagne, justement. C'est à partir de ce mythe de l'âge d'or, paradoxalement, que donc on va d'abord dire quelques mots de l'apparition du mythe de l'âge d'or en tant que tel, mais ensuite il sera question de la façon dont il s'est transformé pour devenir un des éléments, un des mythèmes, pourrait-on dire, des conceptions du progrès chez les modernes. Donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, Hésiode pose les bases du mythe de l'âge d'or, qui conservera jusqu'à nos jours une place décisive dans l'histoire intellectuelle de l'Occident. Décisive notamment dans la mesure où l'état idéal que décrit le poète grec ne sera jamais fondamentalement remis en cause. Ceux qui reprennent cette formule au XVIIIe ou XIXe siècle songent eux aussi, pour l'essentiel, à une sorte de paradis terrestre,
un communisme paisible où les hommes ne connaissent ni la sujétion, ni la misère, ni la guerre, ni la souffrance, ni même la maladie, la vieillesse ou la peur de la mort. Sur ce plan, autrement dit sur le fond, le mythe reste stable. Ce qui va changer et renverser sa signification, tout en lui conférant une importance de tout premier plan, c'est la situation que cet âge heureux est censé occuper dans le temps. Chez Hésiode et chez la plupart des auteurs de l'Antiquité, comme Ovide, qui 8 siècles plus tard reprend le mythe dans ses Métamorphoses, l'âge d'or se situe au commencement. Après quoi il est suivi par une dégradation régulière, puisque lui succède l'âge d'argent, l'âge d'airain, et enfin l'âge de fer, celui que subissent les contemporains, l'histoire des hommes apparaissant ainsi comme un processus de décadence irréversible. Alors c'est important et intéressant de souligner cet aspect du mythe de l'âge d'or tel qu'il s'est formé dans l'Antiquité. Oui, effectivement, Liane, vous avez raison, une théogonie, c'est un récit mythologique qui raconte l'engendrement des dieux les uns après les autres, de même que la cosmogonie, c'est un récit qui explique comment le monde s'est créé au fil du temps. Donc Hésiode avait décrit, proposé une généalogie des différentes générations de dieux. Donc, ce mythe de l'âge d'or, en fait, on pourrait dire, dans certains côtés, c'est un mythe réactionnaire. C'est un mythe qui nous explique que c'était mieux avant. Au commencement, ou dans un lointain passé plus ou moins imaginaire, l'humanité ne connaissait ni la guerre, ni la souffrance, ni toutes sortes de maux qui seraient apparus plus tard. Elle vivait dans un état de communion avec la nature, de vie dans la nature, près des animaux, près des troupeaux, enfin voilà, toute une espèce de vie rurale idéalisée, qui est assez présente effectivement chez un certain nombre de penseurs de l'Antiquité. Chez les Romains, il y a toute une tradition qui est d'ailleurs assez fausse quand on connaît leur histoire, mais où ils s'imaginent, notamment les aristocrates, comme descendants de gens de la campagne, voilà, vraiment très très occupés au travail de la terre, ce qui est quand même pas tout à fait vrai quand on connaît le développement historique de Rome avec ses échanges portuaires. C'est une ville qui s'est quand même beaucoup développée autour des échanges économiques avec la Méditerranée, avec le port d'Ostie, qui est le port qui permet d'accéder à Rome. Mais ils avaient tendance à mythifier un peu leur propre passé et à croire que leurs ancêtres étaient des bons terriens du coin, et qui se sont enrichis en travaillant la terre. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Donc, mythe de l'âge d'or, on trouve sinon des traces du mythe, en tout cas une sorte de nostalgie de cette époque archaïque imaginaire. Chez Platon, par exemple, qui par certains aspects est aussi un penseur du progrès, il y a un certain sentiment de décadence. Les aspects sont connexes, puisque si c'était mieux avant, maintenant ça va moins bien, quoi. Chez Platon, par exemple, il y a toute une réflexion sur le langage. Le langage, au temps jadis, était plus pur, était plus proche des dieux, était moins prompt à corrompre les mentalités par des sophismes, par des tournures rhétoriques qui nous trompent sur la nature des choses. Donc il y a une sorte de décadence, de dégradation du langage au cours du temps dans la pensée de Platon. Donc voilà, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont popularisé cette représentation de l'âge d'or, et elle va trouver toutes sortes de réactivations dans l'histoire des arts, dans l'histoire de la culture, et des représentations, l'association entre des petites sociétés rurales, paisibles et heureuses, et les temps passés très reculés, vont se retrouver dans toutes sortes d'œuvres d'art de l'histoire occidentale. Donc c'est un vieux mythe, finalement. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir comment il a été réactivé et transformé, non pas dans son contenu, mais dans sa position temporelle, finalement. Où est-ce que se situe l'âge d'or ? Donc je lis un petit peu l'article de Rouvillois. Cependant, au début du XVIIIe siècle, les inventeurs de l'idée de progrès vont reprendre le mythe, et même le terme d'âge d'or, en inversant sa situation dans le temps. Alors, par exemple, on a un jésuite, donc un membre de la Compagnie de Jésus, un ordre catholique centré sur les activités intellectuelles, un dénommé Louis-Élie Dupin, qui en 1718, dans un dictionnaire historique qu'il a rédigé, disait la chose suivante. Si l'on consulte les historiens profanes sur les mœurs des anciens peuples, donc comment vivaient les anciens, ils nous dépeignent
vivant comme des bêtes féroces, ils nous les dépeignent, pardon, les anciens peuples, vivant comme des bêtes féroces, en sorte que les poètes qui nous ont dit de l'ordre en sorte que ce que les poètes nous ont dit de l'ordre des différents âges doit être renversé. Donc là, Louis-Élie Dupin, qui écrit un dictionnaire historique, qui s'appuie sans doute sur une compilation d'historiens anciens pour se faire une idée des temps passés et des origines de l'humanité, oppose d'un côté les historiens et les poètes. Les historiens auraient bien vu que les hommes étaient plutôt grossiers et sauvages et sans culture dans les âges passés, tandis que les poètes nous ont chanté la vie rurale comme étant idyllique et merveilleuse, mais en fait, il faut plutôt croire les historiens que les poètes. Et donc, il en tire la conclusion qu'il faut inverser la position de l'âge d'or. Hein, je cite la suite du texte de Louis-Élie Dupin. Il faut convenir que le premier âge est un âge de barbarie et de violence, que l'on peut plutôt appeler l'âge de fer que l'âge d'or, que dans la suite, les hommes commencèrent à se défaire de la barbarie. On peut dire que c'est alors que le siècle d'argent a commencé. Qu'enfin les hommes, étant instruits par les sciences et les arts, et conduits par les lois, ils sont parvenus à un degré de perfection dans la conduite de la vie, dans la justice, dans l'honnêteté des mœurs et dans les vertus morales, ce que l'on peut appeler l'âge d'or. Donc c'est très frappant, effectivement, il propose purement et simplement de renverser l'idée d'une décadence depuis un âge d'or par l'idée de progrès continu depuis un âge de barbarie. Donc on a un renversement complet de la représentation du temps et du passé. Au départ, les hommes étaient frustres, immoraux et brutaux, et puis ils se sont moralisés, ils ont acquis la culture, le savoir et les lois au cours du temps. Donc c'est aussi une philosophie de l'histoire, c'est aussi une représentation du sens et de la valeur des événements humains, voilà, dans un sens moral. Hein. Pour un certain nombre de classiques, c'était la décadence perpétuelle, et à partir du XVIIIe siècle, on voit apparaître une autre conception possible du sens de l'histoire, c'est le progrès continu. Alors je cite un peu Rouvillois. Le retournement est déjà significatif. Cependant, sa portée théorique se trouve neutralisée par l'idée que l'âge d'or serait déjà advenu. Donc le texte qu'on a lu, il prend acte d'un progrès qui se serait réalisé. Là maintenant c'est mieux que dans le passé, mais en quelque sorte c'est fini. Il n'y a pas de stade encore supérieur à atteindre. Je vous demande un instant, j'essaie de modifier le micro, je vois qu'il déconne. Est-ce que la sensibilité est plus basse avec ça? Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que là... Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux. Ouais. Là, je sais pas. Il monte très haut, j'ai peur que ça sature en fait. Là, ça sature moins facilement. Ok. Donc, renversement, l'âge d'or n'est pas dans un lointain passé, l'âge d'or est déjà réalisé. C'est le stade atteint par l'humanité occidentale, celle du début du siècle des Lumières, du début du XVIIIe siècle. Elle atteint une phase de progrès sans précédent, mais il n'y a pas encore de radicalité, nous dit Rouvillois, dans cette idée, parce que finalement tout ça c'est fait en fait. Hein. Le processus s'est interrompu. En réalité, on pourrait très bien penser que cet auteur du début du XVIIIe siècle a tout simplement pris conscience et accordé une certaine valeur morale à un ensemble d'évolutions qui sont survenues en Europe depuis la Renaissance, qui sont ce qu'on pourrait appeler le processus de modernisation des sociétés européennes. Elles sont effectivement sorties du Moyen-Âge, elles ont effectivement retrouvé à la Renaissance un grand nombre d'œuvres de l'Antiquité gréco-romaine, elles ont acquis des connaissances nouvelles, elles ont découvert des continents que les anciens ne connaissaient pas, comme les Amériques, des plantes, des espèces qu'elles ne connaissaient pas, des technologies qu'elles ne connaissaient pas. L'imprimerie qui est passée par là a diffusé massivement les connaissances. Les villes ont tendance, même si ce n'est pas encore flagrant au XVIIIe siècle, à être un peu plus peuplées qu'avant. Enfin, il y a une réurbanisation de l'Europe. Donc il y a un certain nombre de signes qui montrent que la société, et en tout cas les savoirs disponibles, changent.
Et puis, ce qui nous montre qu'on a affaire à un auteur qui a beau être un jésuite, donc un catholique membre d'un ordre religieux, il s'inscrit quand même d'une certaine façon dans les Lumières, avec cette idée que non seulement on a un progrès culturel des arts et des sciences, mais on a un progrès moral. Les hommes sont adoucis par voilà, un nouvel état de la société où ils sont plus vertueux que par le passé et pratiquent davantage les lois existantes. Donc la société se pacifie, se rationalise, devient plus raisonnable. On pourrait faire des liens là-dessus avec ce que le sociologue Norvelias appelait le processus de civilisation. Je vous renvoie à une vidéo précédente de ma chaîne sur cette idée et sa démonstration historique. Mais il y a effectivement une forme de limitation de la violence dans les sociétés ouest-européennes au cours de l'époque moderne et surtout à partir de la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Il y a moins de violence, il y a moins de guerres civiles, les guerres de religion commencent à être dépassées, l'économie commence à connaître un cycle de croissance économique. Donc il y a un certain nombre de facteurs objectifs qui ne sont pas forcément conscients dans l'esprit des contemporains, mais qui voilà, se traduisent en quelque sorte par ce sentiment qu'un progrès a été accompli, et ça transforme la vision de l'histoire au point que on va trouver des auteurs qui nous disent en fait l'histoire tout entière est en progrès, non pas depuis quelques siècles et dans d'autres coins du monde, mais de façon globale et perpétuelle. Il y a une sorte d'extension, de généralisation de la réalité du progrès à l'ensemble du processus historique. Alors, quelques années plus tard, on a un autre auteur, que probablement vous ne connaissez pas non plus, mais qui est un petit peu plus connu que le précédent, qui est l'abbé de Saint-Pierre, je crois qu'on l'appelle Bernardin de Saint-Pierre, qui est un essayiste, voilà, un auteur de littérature un petit peu politico-utopique. Hein. Il y a beaucoup d'utopies ou de textes de ce genre-là qui se diffusent au siècle des Lumières. On imagine la société différemment de ce qu'elle pourrait être, on critique la société en la comparant à d'autres sociétés possibles, qu'on place à des époques historiques différentes, dans le Nouveau Monde, dans des parties du monde qu'on ne connaît pas. Il y a un grand esprit de il y a un grand esprit comparatif qui caractérise la pensée des modernes. Hein. C'était déjà vrai un petit peu au XVIe siècle avec Montaigne, qui compare voilà, différentes sociétés, différentes cultures. Euh, donc Bernard de Saint-Pierre, voilà, il projette des plans de limitation des conflits en fait, entre les princes chrétiens de l'Europe occidentale. Et il va reprendre dans ses écrits la perspective qui place l'âge d'or dans un futur proche, en fait. Un futur qui va advenir plutôt qu'un passé lointain dont on se serait éloigné et qui nous attristerait par le sentiment d'une décadence continue. Donc l'avenir va être radieux, l'âge d'or est en vue, hein, ça va se passer dans un avenir proche et atteignable, ce qui confère donc à cette représentation du temps et de l'histoire une dimension dynamique et une portée révolutionnaire renouvelée. L'abbé de Saint-Pierre nous dit que l'humanité a connu autrefois un âge de fer, où l'art de la société n'était que dans sa petite enfance, donc on savait peu de choses et on maîtrisait peu de choses sur le plan des sciences et des techniques. Puis il y a eu un âge d'airain, puis les lois se sont développées, donc un certain progrès est advenu. Mais la guerre a freiné le mouvement et a continué à peser sur la vie des hommes. À cet âge d'airain succède l'âge d'argent. C'est l'âge que nous vivons en Europe. Donc, au moment où écrit cet auteur, on est au milieu du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. L'art de la société y est dans l'adolescence. Donc là, c'est très frappant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vision médiévale qui penserait qu'on a atteint la synthèse de tous les savoirs possibles, peu s'en faut avec Aristote plus la Bible. Hein. Non, là, on a conscience que les hommes ne savent quand même pas tant de choses que ça. Mais c'est l'adolescence, donc c'est mieux que l'enfance. Hein. Un certain progrès est arrivé dans le domaine de la culture, des savoirs et des mœurs. Les lois se sont améliorées et augmentées, mais, déplore l'abbé de Saint-Pierre, les guerres civiles et étrangères tiennent encore beaucoup de l'âge d'airain. Donc on n'a pas encore réussi à dépasser historiquement le stade de la violence dans les rapports internationaux. Mais loin d'y voir une fatalité ou une malédiction indépassable, il y a un certain optimisme dans la conception de l'abbé de Saint-Pierre. Il est possible de dépasser cet état de conflit et d'apporter un progrès dans les comportements qui fera de la guerre une chose du passé, finalement. Donc c'est un penseur pacifiste, l'abbé
de Saint-Pierre, comme un certain nombre d'auteurs des Lumières qui sont attachés justement à une pacification des rapports sociaux et entre les pays. Alors, je cite, les principes de la méthode, les règles rationnelles qui ont triomphé ailleurs sont ici négligées, donc négligées dans le domaine des relations internationales, et cela particulièrement, et c'est en cela particulièrement que l'art du gouvernement, la police générale de la société humaine paraissent encore dans l'enfance parmi nous. Donc, on n'a pas encore réussi vraiment à dépasser le stade de la violence et de la guerre entre les rapports internationaux, mais d'une certaine façon, par analogie, de même qu'un progrès a eu lieu dans le domaine de la culture, des techniques, de la science et de la morale, ce progrès ne peut pas ne pas toucher aussi la sphère politique et amener à la pacification euh, des États. Donc l'abbé de Saint-Pierre nous dit « Nous touchons à ce degré de raison et de discernement, les souverains commencent à trouver de la raison et du bonheur dans l'idée de l'arbitrage européen. On va donc remplacer par la diplomatie et le droit les rapports de violence entre les États. Ainsi espère-t-il qu'avant un siècle, avec un peu d'habitude à tâter des vrais principes de la raison et de leurs vrais intérêts, ils, les souverains, donc parviendront à terminer sans guerre tous leurs conflits présents ou futurs. » Donc le progrès en fait est en cours, et à force de se moraliser et de se perfectionner, les États finiront par comprendre que la guerre est un outil dépassé, qui n'a pas de sens, et ne recourront plus à la violence. Il pourra donc se former une société internationale qui sera sous l'égide d'un pouvoir commun. Donc en fait, l'abbé de Saint-Pierre, il nous annonce l'État mondial, hein, il nous annonce quelque chose comme une ONU, mais qui a les moyens de faire appliquer des lois partout et d'empêcher les conflits. On trouvera des thèses assez similaires à celles de l'abbé de Saint-Pierre chez Emmanuel Kant, le philosophe allemand de l'idéalisme allemand, dans son projet de paix perpétuelle, dont le nom lui-même a des liens avec la pensée de l'abbé de Saint-Pierre, qui avait déjà justement rêvé de la façon dont on pourrait organiser les rapports internationaux pour faire triompher des solutions pacifiques et juridiques plutôt que des conflits. Et alors on pourrait qualifier ces rêveries ou ces espoirs de naïfs ou de stupides, mais on pourrait aussi les interpréter comme étant une expression peut-être un peu exacerbée ou utopique d'un processus réel, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a quand même une certaine pacification des rapports entre les États au siècle des Lumières. La France n'a pas forcément connu de guerre majeure sur son sol. Donc, ce n'est pas complètement idiot de penser que cette tendance peut être renforcée au point de prévaloir, et c'est le moment où perce l'idée que bien une paix perpétuelle, une paix définitive et généralisée entre tous les États est un horizon possible dans le futur. C'est une idée qu'on ne trouve pas dans les siècles précédents, donc c'est bien l'indice d'un changement de mentalité remarquable. À partir de l'abbé de Saint-Pierre, la notion replacée dans l'avenir à la fin de l'histoire et comme finalité de celle-ci, donc la notion de âge d'or, devient un élément central de la rhétorique progressiste en cours d'élaboration. Dans le futur, ça ira mieux. D'ailleurs, on peut dès à présent travailler pour que dans le futur, ça aille mieux, et puis ça ira toujours mieux jusqu'au moment où ce sera totalement bien. La perfection nous attend dans le futur. Le progrès, mouvement global et nécessaire, devant forcément conduire l'humanité dans son ensemble à un état de paix et d'émancipation, de bien-être et de bonheur. On retrouve évidemment là-dedans les valeurs des auteurs des Lumières, les valeurs humanistes, les valeurs d'une partie de la pensée moderne. L'humanité est une valeur qui convient de faire triompher de toutes sortes de situations d'injustice, d'oppression, et dans le futur, ça ira de mieux en mieux jusqu'à la paix et au bonheur complet de l'humanité. Ce n'est pas des petites espérances, quoi, hein, c'est quand même énorme. Il y a évidemment, je l'ai déjà un peu dit, une rencontre entre cette pensée, cette conception de l'histoire, cette philosophie de l'histoire et les thématiques utopiques qui se développent. De même qu'on peut imaginer finalement des sociétés qui sont différentes dans l'espace et dans le temps, et même créer des sociétés imaginaires pour comparer leurs mœurs, leurs institutions avec celles de la société où on existe. De même, on peut imaginer un état futur de la société qui serait différent du nôtre et qui serait potentiellement meilleur. Celui qui va faire la transition en fait entre
Cette littérature utopique est ce qu'on pourrait appeler la littérature de science-fiction ou d'anticipation du futur. C'est un auteur français qui s'appelle, je crois, Sébastien Mercier, qui va écrire, mais je vous en reparlerai un de ces jours, un petit ouvrage intitulé Paris en l'an 240, en l'an 2400, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, imagine une société française très lointaine qui a complètement réalisé justement les valeurs de progrès technique, scientifique et culturel des auteurs des Lumières. Et il écrit ça vraiment à la toute veille de la Révolution française. Donc ça vous montre que cet espoir de transformer la société pour l'améliorer, il est très très présent chez les auteurs des Lumières. Je fais quelques nuances aux thèses de Frédéric Rouvillois parce que tout son exposé associe très fortement l'idée de progrès historique à des auteurs modernes, et surtout aux Lumières qui se développent à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Il est vrai que l'idée d'un progrès permanent et nécessaire, c'est-à-dire que vous vouliez ou non, le progrès va avoir lieu, c'est inévitable, semble effectivement une idéologie qui n'existe que chez les modernes, à partir justement de la période en question, et qu'on retrouve sous des formes plus ou moins atténuées, plus ou moins flagrantes, dans les philosophes allemands de cette période-là, en tout cas dans une partie de l'idéalisme allemand, chez Kant et chez Hegel notablement. Hein, il y a une pensée justement du progrès historique à l'œuvre. Cependant, il ne faudrait pas croire que, il faudrait pas confondre l'idée du progrès et l'idée de la fatalité du progrès. C'est quand même pas exactement des équivalents. Et à défaut de l'âge d'or ou d'un progrès inévitable, on trouve une certaine pensée du progrès chez des auteurs de l'Antiquité. Alors je ne vous les inflige pas tous en détail, hein, je donnais un peu une liste. Voilà, si on veut trouver des auteurs de l'Antiquité qui ont pensé un progrès possible ou à l'œuvre dans l'histoire, au moins sur une certaine période de temps, par rapport aux anciens qui étaient moins savants et plus barbares, eh bien on trouvera des idées de cette nature chez Xénophane, Protagoras, Thucydide, chez Échille, parmi les grands maîtres de la tragédie comme genre littéraire et artistique en Grèce ancienne, le philosophe Démocrite, avec sa théorie des atomes qui se combinent au cours du temps pour créer des choses plus complexes, et puis d'autres aspects de sa pensée dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur le langage. Chez Platon et chez Aristote, il y a une certaine idée du progrès sous l'angle intellectuel, parce qu'on en sait plus que les anciens, et sous l'angle chez Aristote de l'organisation politique, puisqu'il a une conscience du fait que les cités, les polices, hein, les villes démocratiques ou auto-organisées des Grecs eh bien, sont une forme qui n'existe pas dans les grands empires perses ou égyptiens anciens. Et puis c'est une forme d'organisation politique plus parfaite selon Aristote qui n'existe pas non plus chez les peuples un peu sauvages qui vivraient en horde, en tribus et qui seraient moins organisés, moins civilisés. Donc l'idée qu'on peut passer d'un certain type de société à des types de sociétés plus complexes commence déjà à émerger chez un philosophe d'esprit scientifique comme Aristote. Il y aurait aussi Quintus Ennius, Lucrèce, Cicéron, bref, je ne vous les inflige pas tous en détail, mais il y a certains penseurs antiques qui ont pensé le progrès. Je dis ça pour nuancer un peu, casser un peu le découpage que fait Frédéric Rouvillois, parce que lui, il va forcément, dans une perspective conservatrice anti-moderne, hein, c'est vraiment un auteur très à droite, il va considérer finalement que les modernes nous ont pensé le progrès, et puis tout est parti n'importe comment à cause de ces auteurs. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des anciens à avoir justement déjà élaboré une certaine pensée du progrès. D'ailleurs, si on s'intéresse au début de la modernité, parce qu'il n'y a pas que les Lumières, hein, il y a déjà des précurseurs finalement de cette conscience d'un progrès historique possible, on peut revenir avant l'époque des Lumières, plutôt vers la Renaissance, autour des 15e et 16e siècles. Les auteurs de la Renaissance, les humanistes, les gens comme Erasme, voilà, qui redécouvrent les textes anciens, ils ont déjà un peu, hein, plus ou moins, cette idée d'un progrès à l'œuvre. Alors c'est vrai que pour eux, c'est souvent considéré comme un moment d'un cycle plus large de succession de progrès et de décadence historique. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt, chez Machiavel par exemple, une conception cyclique du temps, hein, il y a des hauts et il y a des bas, mais il se trouve qu'eux-mêmes ont le sentiment qu'ils vivent plutôt une période où c'est en haut, quoi, hein, ça s'améliore, c'est mieux que le Moyen-Âge. Donc il n'y a pas encore
ce découplage entre conception cyclique du temps et conception linéaire du temps, où on va toujours vers dans la même direction et si possible toujours vers le progrès, vers le mieux. Voilà, une certaine conscience du progrès est présente dans la pensée de certains auteurs à l'époque de la Renaissance, hein. Même le mouvement de la Renaissance en lui-même se pense comme un progrès par rapport au Moyen Âge, donc c'est quand même à partir de là que ça ressurgit dans la conscience européenne. Et puis on le voit d'ailleurs très bien quand on fait l'histoire des mots et qu'on s'intéresse à l'histoire de l'ancien français. En ancien français, le terme de progrès a été introduit dans la littérature par Rabelais, donc un écrivain plutôt de satire, hein, de littérature comique. C'est Rabelais qui a introduit en français le terme de progrès, donc au sens qu'on lui donne jusqu'à aujourd'hui, hein, dans un livre de 1546. Et ensuite Montaigne, le philosophe, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, va lui conférer son sens définitif en 1588 dans ses essais, où progrès est utilisé pour signifier une transformation graduelle vers le mieux. Donc c'est encore le sens qu'on utilise aujourd'hui. Tout changement n'est pas un progrès c'est un mouvement vers le mieux, vers le bien, vers un état qui est meilleur que ce qu'il y avait avant. Donc c'est intéressant, là aussi, en termes de datation, hein, milieu et fin du XVIe siècle, on est à l'époque moderne, et la langue commence à acter d'une conscience vers une transformation positive, sans que ça soit encore pensé comme qualifiant l'histoire de l'humanité dans son ensemble, et encore moins de façon nécessaire. Cette idée que l'âge d'or n'est pas derrière nous, mais devant nous, se retrouve chez Voltaire, figure bien connue du mouvement des Lumières, même s'il est plutôt modéré politiquement et sur le plan religieux par rapport à d'autres. Alors il fait référence au paradis terrestre, hein, il nous dit, je cite Voltaire, le paradis terrestre n'est pas derrière nous, il est devant nous, mais sous l'image, l'allégorie religieuse chrétienne du paradis terrestre, on retrouve un peu la même idée de l'âge d'or ou de l'Éden. Avant, les hommes étaient libres de toutes sortes de souffrances, et proches de la nature. Et puis ils ont décliné, ils ont trahi Dieu, ils ont mangé la pomme qu'il ne fallait pas manger. Donc c'est la décadence, la chute, le péché originel dans la perspective chrétienne. Eh bien, l'idée que ce paradis nous attend et qu'il est devant nous est présente chez Voltaire comme un certain nombre d'autres penseurs des Lumières. Donc, mythe de l'âge d'or, mais aussi d'un certain côté réemploi de la figure du paradis terrestre de l'Éden chrétien comme un état que la civilisation pourrait atteindre. Voltaire, cependant, professait un optimisme mesuré et il ne pensait pas que la conquête de cet âge d'or fût facile. Il a du progrès une conception virile, il y voit le couronnement d'un effort patient, persévérant et souvent pénible, de sorte que le travail, instrument de ce progrès, apparaît dans toute sa grandeur humaine, nous dit l'auteur d'un article que je cite. Cette idée qu'il y a un progrès possible et qu'il est à réaliser par l'effort des générations est déjà présente dans l'idée de culture chez Cicéron. C'est pour ça que je l'ai cité parmi les anciens qui avaient déjà développé une théorie du progrès. Chez Cicéron, elle est particulièrement élaborée. Et c'est intéressant parce que Cicéron, c'est un auteur latin classique, très respecté pour son style et qui est très lu, notamment à la Renaissance. Donc on voit bien que le retour à l'œuvre de Cicéron, entre autres, c'est aussi le retour de cette idée que chaque génération, par ses efforts, humanise la nature, transforme la nature, on crée des villes, on crée des jardins, on crée des arts et des sciences qu'il n'y avait pas avant, et l'humanité se perfectionne elle-même par sa propre activité. Ça, c'est une idée cicéronienne, si on va la chercher dans l'Antiquité, et c'est ce que reprend notamment Voltaire. On voit que cette pensée de l'histoire humaine comme étant le lieu où un progrès est possible change la valeur et le sens de l'activité de travail. Le travail, dans une perspective chrétienne traditionnelle, était vu comme une malédiction, une punition. C'est présenté comme ça dans le livre, dans les premiers livres de la Bible ou de la Torah, si on cite la version juive. Le travail, c'était la punition d'Adam et Ève pour avoir fauté. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, nous dit l'Évangile. Donc c'est une punition pour avoir transgressé la loi de Dieu et être chassé du paradis terrestre.
Le travail était donc une malédiction, quelque chose de négatif, et ça collait parfaitement avec la vision des sociétés traditionnelles grecques et romaines, en tout cas de la plupart des contemporains de ces sociétés-là, notamment des couches aristocratiques, pour lesquelles le travail est une abomination. Travailler c'est mal, travailler c'est être de caste inférieure, le travail c'est bon pour les esclaves et les pauvres, en gros, quoi. C'est comme ça que le voit Aristote, par exemple. Le travail n'a aucune valeur morale en soi chez Aristote ou chez Platon. Enfin, c'est bas de travailler. L'homme l'homme supérieur, l'homme libéré du travail, justement, c'est l'aristocrate, c'est le philosophe, c'est celui qui a du temps libre et qui l'utilise pour parfaire son intelligence. Eh bien, cette dévalorisation du travail, elle est interrompue à partir de la modernité, où justement le travail devient une valeur positive. C'est très fortement lié, si on est un peu marxisant, avec le développement de la classe bourgeoise, la classe des marchands et des couches sociales, voilà, qui se développent dans les villes, la partie supérieure de la population urbaine, qui, elle, travaille contrairement à l'aristocratie qui, elle, ne travaille pas, et qui va affirmer justement sa légitimité sociale et culturelle en faisant du travail une valeur positive, une valeur qui génère la civilisation. Hein, tout ce dont vous jouissez, c'est le produit d'un travail, il faut donc honorer le travail. Tout ça est un renversement par rapport à la pensée antique. Je cite à ce sujet la philosophe française Simone Veil. La notion du travail, considérée comme une valeur humaine, est sans doute l'unique conquête spirituelle qu'a faite la pensée humaine depuis le miracle grec. Donc, selon Simone Veil, qu'est-ce que l'humanité a pensé de mieux par rapport aux anciens? Eh bien, contrairement aux anciens, elle a reconnu la valeur positive du travail, la valeur productive, fécondante, transformatrice, créatrice de l'activité de travail. C'était peut-être là la seule lacune à l'idéal de vie humaine que la Grèce a élaboré. Parce qu'effectivement, quand on lit les philosophes de l'Antiquité, ils parlent de toutes sortes de choses, et ils nous présentent des éthiques et des manières de vivre voilà, qui sont parfois très admirables, mais il n'a à peu près jamais dit que pour mener une bonne vie, il faut travailler ou que ça a un intérêt particulier. Ça semble être une contrainte ou quelque chose d'indifférent dans le meilleur des cas. Selon Simone Veil, c'est le philosophe anglais Francis Bacon qui a été le premier à attribuer une valeur positive à l'activité de travail, et de façon générale à l'activité de culture, d'accumulation des connaissances, d'activité scientifique. À l'antique et désespérante malédiction de la Genèse, qui faisait apparaître le monde comme un bagne et le travail comme la marque de l'esclavage et de l'abjection des hommes, il, donc Francis Bacon, a substitué dans un éclair de génie la véritable charte des rapports de l'homme avec le monde. Et là, il cite Francis Bacon, « L'homme commande à la nature en lui obéissant ». Cette formule si simple devrait à elle seule constituer la Bible de notre époque. Alors la phrase de Francis Bacon, elle est très forte, puisqu'elle nous dit que l'homme peut maîtriser l'environnement naturel qui l'entoure, donc il y a une puissance de l'humanité qui peut se libérer, qui n'existe pas encore au début du XVIIe siècle, on est encore un siècle après la fin officielle du Moyen-Âge. Le niveau de développement des sciences et des techniques est quand même limité, mais Francis Bacon, qui est vraiment un pionnier, un visionnaire, un révolutionnaire dans l'ordre intellectuel, il a conscience qu'il y a des lois qui organisent la nature, il a conscience que la raison humaine peut dégager ces lois par l'expérimentation et le travail, et l'homme peut commander à la nature, donc transformer son environnement naturel, voilà, toutes sortes de choses, aménager les paysages, éviter telle sorte de catastrophes, augmenter la productivité de l'agriculture tant qu'on y est, etc. En lui obéissant, donc en reconnaissant que la nature ne fonctionne pas au hasard purement et simplement, mais qu'il y a des lois et que si on a telle et telle cause, on aura tel et tel effet, donc il y a des mécanismes à découvrir. Il faut interroger et questionner cette nature pour justement se l'approprier. On voit en quoi Francis Bacon, justement, est un penseur qui inaugure les Lumières, inaugure cette conception voilà, un monde qui est compréhensible et maîtrisable pour favoriser le bien de l'humanité. Donc ça, c'était les Lumières, et on va avancer un petit peu jusqu'au début du XIXe siècle, après la Révolution française. Chez un auteur qui constitue un point d'intersection entre utopie et progressisme, Henri de Saint-Simon.
Alors, il n'est pas forcément très connu, enfin, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais Saint-Simon, donc, qui meurt pour situer les idées en 1825, philosophe économiste militaire français, eh bien, va influencer un mouvement d'idées en France qu'on appelle le saint-simonisme. Et parmi les influences du saint-simonisme, dont je ne vais pas faire le détail exact sous vos yeux, mais dont on peut citer quelques idées générales, les saint-simoniens sont des gens qui pensent que la société a été désorganisée par la Révolution française dans le domaine économique notamment. Les corporations d'ancien régime ont disparu, la liberté de travailler et de s'installer là où on veut pour faire le métier qu'on veut a été reconnue. Il y a donc un marché du travail qui est apparu, il y a un capitalisme français qui est en train d'apparaître, hein, on est au début de l'ère industrielle, même si c'est vraiment le tout début. Hein. Ce sont des gens qui ont conscience donc que l'industrialisation et l'économie de marché sont en train de révolutionner la société et ils veulent organiser tout ça avec une intervention très très forte des pouvoirs publics parce qu'ils considèrent que le marché livré à lui-même est une instance désorganisatrice. Voilà, c'est un petit peu ça, je ne vais pas vous faire le tour de toutes les idées des Saint-Simoniens, mais il y a cette perspective-là en matière économique et sociale. Et puis ce sont des gens qui cherchent plus ou moins une religion qui se substituerait au christianisme pour unifier la société et éviter l'atomisation et l'isolement des individus justement dans cette nouvelle époque de liberté libérale. Et qui cherchent à créer une sorte de religion de l'humanité qui va avoir toute une popularité sous divers avatars au XIXe siècle. Donc Saint-Simon reprend de l'abbé de Saint-Pierre qu'on a vu précédemment cette idée d'un projet de paix perpétuelle. Les Saint-Simoniens sont des gens qui ont des aspirations pacifistes humanitaires et il reprend l'idée de l'âge d'or qui est quelque chose à faire justement. Alors je cite Saint-Simon, l'imagination des poètes, hein, toujours les poètes, ça commençait avec Hésiode, mais il y en a eu d'autres depuis. L'imagination des poètes a placé l'âge d'or au berceau de l'espèce humaine, parmi l'ignorance et la grossièreté des premiers temps. On retrouve d'ailleurs encore un peu cette idée d'un âge d'or, ou en tout cas d'un état primitif de l'humanité qui était heureux et spontané chez Rousseau, par exemple, hein, qui est un auteur extrêmement populaire au siècle des Lumières, juste avant, hein, et qui va influencer Kant et une partie de l'idéalisme allemand. Donc les poètes nous ont placé l'âge d'or au début, mais c'est plutôt l'âge de fer qu'il fallait y reléguer. Au début, les hommes étaient plutôt sauvages et violents. Alors c'est surtout, enfin c'est assez vrai, mais ça marche assez bien, je dirais, à une échelle intergroupe, quoi. C'est-à-dire que l'humanité des premiers temps était tribale. On était tous des chasseurs-cueilleurs, les sociétés humaines étaient d'un petit effectif. Et oui, effectivement, ce qui n'est pas de ma société est un ennemi, quoi. Donc l'âge d'or ne peut pas être au début, puisqu'au début c'était violent et sauvage. L'âge d'or du genre humain n'est point derrière nous, il est au devant. Vous voyez, cette idée se répète. C'est le futur qui va être radieux, c'est dans le futur qu'il faut chercher l'âge d'or. L'âge d'or, il est dans la perfection de l'ordre social. Donc il faut améliorer la société jusqu'au stade où, ça y est, ce sera l'âge d'or. Nos pères ne l'ont point vu, nos enfants y arriveront un jour. C'est à nous de leur frayer la route. Un texte significativement intitulé « De la réorganisation de la société européenne ». Donc Saint-Simon, il ne se sent pas pour rien. Voilà, on est à la fin de l'époque napoléonienne, début de la monarchie de la Restauration. Il va falloir organiser politiquement l'Europe après les troubles révolutionnaires. C'est un retour dans l'ordre politique à l'ancien régime assez marqué. Mais les Saint-Simoniens, c'est surtout le domaine économique et social qui veulent réguler et harmoniser. Il faut préparer une nouvelle société, justement, qui corrige les désordres de l'époque présente. Le mythe devient donc à la fois une promesse et un projet. Promesse, plus tard ça ira mieux. Projet, il faut faire en sorte que plus tard ça aille mieux. Et si c'est nécessaire, si c'est fatal, si c'est inscrit dans la nature des choses qu'il y a un progrès, eh ben, l'aspect projet de cette activité, c'est de hâter l'âge d'or. Il nous est promis, mais on voudrait l'avoir tout de suite plutôt que plus tard. Donc il faut travailler, œuvrer pour hâter l'avènement des jours heureux, comme dirait un homme de gauche contemporain en France.
Saint-Simon évoquera, je cite, la grande opération morale, politique et scientifique qui doit déplacer le paradis terrestre et le transporter du passé dans l'avenir. Cette opération intellectuelle est la plus importante de toutes celles qui peuvent être faites. Elle est celle qui améliorera le plus directement le sort de la société en perfectionnant sa morale. Elle anéantira l'idée fausse et décourageante que le bien a précédé le mal. Elle établira l'idée juste, consolante et puissamment stimulante que les travaux auxquels nous nous livrons accroîtront le bien-être de nos enfants. Donc ça va aller mieux, hein, ça va aller mieux. Pensons que ça ira mieux, travaillons à ce que ça aille mieux, et ça ira mieux. Cet appel à faire l'âge d'or, en quelque sorte, se trouve chez l'un des poètes du saint-simonisme, un dénommé Charles Duveyrier, totalement inconnu, hein, dans un article intitulé « Notre puissance ». On voit le ton quand même clairvoyant de confiance et de volonté qui anime les saint-simoniens. Article paru dans leur revue de l'époque, en 1832, la revue Le Globe. La France tout entière, car oui, comme à peu près tout ce qui se passait d'important dans l'histoire des idées, j'exagère un petit peu, oui, c'est un mouvement français. La France tout entière, dans ses villes, ses ports, ses mines, ses usines, ses canaux, ses campagnes, sera un inimaginable spectacle d'ordre et d'activité, faisant résonner au loin comme un bombardement harmonieux de ruches au travail. Les travailleurs, enseignes déployés et marchant au bruit des fanfares, s'en vont à des créations toujours nouvelles. Les villes infectées sont arrachées de leurs fondements, et sur la place se lèvent des rues spacieuses, brillantes, bordées de fleurs, d'arbres et de frais gazons. Description pas du tout convaincante de ce que seront les villes de l'époque industrielle au XIXe siècle, les villes qui vont devenir de grandes mégapoles polluées, ouvrières, extrêmement étendues, comme Paris ou comme Londres, qui sont des villes monstrueusement développées, dont la population est multipliée par 5 ou 6 au XIXe siècle. Et elles seront loin d'être aussi brillantes que ce qui est décrit, mais c'est l'image, en fait, que veulent mettre dans l'esprit de leurs contemporains, les Saint-Simoniens. Le progrès est en marche, hâtons sa marche. Allez, j'avance un peu. De colossales machines creusent la vase des fleuves et l'éparpillent en engrais bienfaisants dans les champs. À l'œuvre, des palais pour élever l'enfance du peuple, des palais pour recueillir, égayer, guérir les vieillards et les infirmes. À l'œuvre, des monuments gigantesques à l'abri desquels le peuple puisse travailler en santé et en joie. Il faut que le peuple respire à l'aise, qu'il se chauffe, qu'il se rafraîchisse. Il faut qu'il soit fier de son repas, de ses vêtements. Il faut qu'il danse, qu'il chante, que les délices des arts n'aient point pour lui de mystère, hein, donc c'est aussi un progrès des arts et de la culture, hein, afin que les traits de son visage soient toujours épanouis. Donc il faut se mettre à l'œuvre pour hâter le progrès, un progrès qui sera collectif et généralisé, qui fera de l'humanité tout entière un théâtre de joie. Derrière le slogan de l'école saint-simonienne, la formule selon laquelle l'âge d'or est devant nous sera saluée par Pierre Leroux, l'un des initiateurs du socialisme, comme vraiment prophétique. Pierre Leroux, je vous en reparlerai certainement ultérieurement, c'est effectivement le fondateur, ou l'un des fondateurs en tout cas, du socialisme français. Je dirais que c'est lui qui fait la transition entre un certain nombre d'idées du mouvement saint-simonien et les idées républicaines et démocratiques, parce que les Saint-Simoniens sont loin d'être des démocrates, quand même ils parlent de faire le bonheur du peuple, c'est pas pour les placer sous un régime démocratique. Et j'en reparlerai, puisque pour moi, Pierre Leroux représente en fait la naissance de la gauche socialiste en France au XIXe siècle. Et donc il salue cette formule justement de l'âge d'or à faire, quoi. L'élément le plus significatif est évidemment le devant nous, la projection dans le futur de ce paradis terrestre que l'homme doit construire afin de pouvoir en jouir éternellement. Le terme d'âge d'or, en revanche, paraît trop poétique, trop fantaisiste ou trop ambigu pour passer sous les sévères fourches coding du socialisme scientifique. Donc ça, c'est le socialisme et le communisme tel que pensé par Karl Marx et ses adeptes, et même pour pouvoir être récupéré par un progressisme qui se pique de scientificité. On se passera donc de lui, donc le terme d'âge d'or va disparaître un petit peu de la littérature politique et des projets sociaux du XIXe siècle, tout en préservant son contenu afin de pouvoir préciser en quoi ressemblera l'avenir radieux de l'humanité ou vers quoi tend le mouvement de l'histoire.
Donc le mythe de l'âge d'or, finalement, il a eu une sorte de revival au XVIIIe, début du XIXe siècle, puis il a disparu, et peut-être aussi les références au paradis terrestre du christianisme ont disparu à mesure de la sécularisation de la société. Ce genre de références mythologiques ou religieuses n'avaient plus trop d'intérêt, ou étaient combattues au contraire par les forces progressistes et les révolutionnaires. Mais ça a assuré la transition sur le plan du contenu, justement, de la représentation du futur qu'il s'agit de faire advenir. Eh bien, c'est un futur qui est défini par le bonheur de l'humanité, la paix, un très haut niveau de développement des arts, des sciences, des techniques et de la morale. La perfection. Preuve que ça ne concerne pas que la France ou que les gauches de type socialiste ou marxiste. On retrouve cette vision du progrès à venir chez le poète anglais Percy Bysshe Shelley, peut-être mal orthographié de ma part. Non, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc Shelley, qui est un disciple de William Godwin. William Godwin étant un penseur britannique qui est le fondateur en fait de l'anarchisme dans les pays de langue anglaise. C'est un auteur féministe et anarchiste qui a développé une conception de la société comme devant se passer finalement de la contrainte et de la violence des individus les uns sur les autres. Donc on pourrait le classer à l'extrême gauche. Shelley est donc influencé par l'œuvre de Godwin, et on trouve cette vision d'un avenir radieux qu'il s'agit de faire advenir le plus tôt possible dans sa littérature et dans une partie du mouvement anarchiste, effectivement, qui là, partage ces idées qui viennent du mouvement des Lumières, qui viennent de cette pensée moderne, et qui sont une sorte de patrimoine commun pour les gauches révolutionnaires, les gauches radicales, les anarchistes, les marxistes, etc., sans distinction bien tranchée d'école. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pertinent de parler de pensée du progrès pour qualifier le progressisme dans son ensemble. Le nom lui-même n'aurait pas de sens si le progrès n'était pas au moins une possibilité. Puis voilà, les forces de gauche, elles aspirent à ça, elles aspirent à un monde meilleur, tout simplement. Alors, on cite le poète anglais. Du monde, l'âge de gloire revient, les années d'or renaissent, la terre comme un serpent rejette sa robe usée de l'hiver, le ciel sourit, et les cultes et les empires vacillent dans l'écroulement d'un rêve qui se dissout. Donc je n'ai pas la date du poème, mais on sent bien l'idée d'une transition entre un monde ancien qui s'en va et un monde nouveau qu'il s'agit de faire émerger. Adieu à l'ancien monde, selon une formule là aussi bien connue à gauche. Je vous renvoie par ailleurs, puisque je parle de gauche en termes politiques, à une vidéo précédente sur l'essence de la gauche, où parmi les critères de définition de qu'est-ce qu'une pensée de gauche, j'avais dit une pensée de gauche, c'est entre autres choses une pensée qui admet qu'un progrès est possible, au moins possible, sinon nécessaire, dans l'histoire humaine. Si vous ne pensez pas qu'on peut améliorer la société et la rendre meilleure, plus égalitaire, plus libre, plus épanouissante pour les personnes qui la composent, vous n'êtes pas de gauche. Voilà, c'est toutes sortes de choses, mais pas de gauche. Bon. D'où l'aspect aussi optimisme en termes un peu psychologiques, même s'il y aurait des nuances à faire ou des contre-exemples à indiquer, mais voilà, ça va de pair avec ce que j'ai appelé aussi dans ma définition de la gauche, l'éthos joyeux, la confiance dans ou l'espoir, voilà, l'élan vital, l'élan de joie, l'élan de projection dans le futur et dans ce qui est à faire, justement. Alors je termine par un petit post-scriptum un peu polémique. J'ai fini la partie purement descriptive de l'exposé, mais là je vais me permettre quelques petites remarques des jugements de valeur personnelle. Il y a toute une mode qui s'est développée à la fin des années 70-80, peut-être en France et en Europe, et jusqu'à nos jours. Il y a toute une série d'auteurs, d'essayistes, d'historiens des idées qui, de façon critique et parfois même partisane, se sont moqués de l'idéologie du progrès. C'est devenu un peu une sorte de tarte à la crème. Moi, je l'ai beaucoup vu passer chez des auteurs souvent marqués à droite ou à l'extrême droite. Je pense à Alain de Benoît notamment, mais il y en a d'autres. Un certain nombre de gens, Giorgio Agamben, par exemple, le philosophe italien, nous ont expliqué, cette croyance au progrès, au mouvement de l'histoire vers le bien et tout, c'est du christianisme sécularisé, c'est une sorte d'héritage
un peu cheap de la pensée chrétienne, dans laquelle effectivement il y a un mouvement qui nous amène vers la fin des temps et la rencontre avec le Créateur. Euh, donc ça a fait l'objet voilà, de différentes sortes de critiques un petit peu moqueuses, comme une superstition de nos ancêtres dont on aurait bien eu raison de se débarrasser. Et effectivement, je ne vais pas vous défendre qu'il est raisonnable ou qu'on aurait de bonnes raisons de croire qu'il y a un progrès inévitable dans l'histoire humaine. Voilà, je ne suis pas hegelien, je ne suis pas... je ne veux pas dire que c'est des idées de Condorcet que j'ai dû présenter aussi sur une vidéo précédente de la chaîne, parce que Condorcet est un petit peu plus subtil dans sa conception du progrès et qu'il admet des phases de décadence, notamment le Moyen-Âge. Quand on est progressiste, quand on est de gauche, comment ne pas voir une période comme le Moyen-Âge comme une phase de régression, c'est compliqué. Donc un progrès qui serait perpétuel, qui n'aurait jamais de recul ou de mouvement d'arrêt, c'est difficile à défendre idéologiquement. Donc oui, je ne vais pas vous dire que ces idées sont raisonnables, je ne vais pas vous dire que la croyance au progrès perpétuel est raisonnable, c'est certainement une croyance fausse, c'est certainement une croyance stupide. Cela dit, il y a des gens qui ne partagent pas ce préjugé, mais qui en ont d'autres qui sont quand même pas moins déraisonnables. Les gens qui se gaussent de cette pensée du progrès perpétuel, qu'on trouve généralement à droite, les gens comme Baudelaire, les gens comme Nietzsche, pour citer un peu des noms célèbres, les auteurs pessimistes ou droitiers qui ont attaqué tout au long de son histoire, au cours des 19e et 20e siècles, les théories du progrès, les auteurs comme Georges Sorel d'ailleurs, très ambigu politiquement comme personnage. Oui, certes, il n'avait pas ce préjugé-là, c'est pas pour autant qu'il n'en avait aucun. Ne trouve-t-on pas à droite la croyance, pour ceux qui sont chrétiens, à une vierge qui accouche d'un dieu, ou pour ceux qui ne sont pas chrétiens mais qui sont complotistes, ne trouve-t-on pas toutes sortes d'autres superstitions tout à fait débiles, comme celle du complot judéo-maçonnique qui aurait causé la Révolution française, du complot judéo-bolchevique qui aurait causé la Révolution russe, etc. etc. Donc voilà, c'est peut-être un mythe de gauche révolutionnaire un peu stupide, l'idée de progrès perpétuel, mais c'est une superstition qu'on peut mettre en symétrie par rapport à des superstitions dans des familles politiques opposées. Cependant, et par ailleurs, une fois qu'on a dit que la croyance au progrès perpétuel était effectivement une naïveté qui n'avait pas lieu d'être et qui avait un peu empoisonné certaines conceptions politiques, y compris le marxisme par exemple, il faut quand même noter, je pense, sur un plan un peu psychologique et historique, que ces auteurs qui croyaient que le progrès était inévitable, c'est pas souvent des gens qui se disaient tiens, l'histoire est bien faite, ça va vers le mieux, restons les bras croisés, attendons que ça passe. Ce sont des gens, on l'a vu chez Voltaire, on l'a vu chez Cicéron, même chez les anciens, on l'a vu chez les Saint-Simoniens, ils ne se contentent pas de croire que la société va s'améliorer, ils veulent que la société s'améliore. Ce ne sont donc pas simplement des optimistes qui s'attendent à ce que les choses aillent mieux, ce sont des mélioristes, c'est-à-dire des gens qui veulent que ça aille mieux, qui travaillent à ce que ça aille mieux, qu'il y ait un changement social positif. Et donc, certes, la croyance au progrès perpétuel est naïve et déraisonnable, mais en fait, c'est souvent un corollaire psychologique, ou en tout cas quelque chose qui marque à l'excès, une tendance de la personnalité à vouloir le progrès. Donc, on peut mépriser ceux qui ont cru au progrès perpétuel, mais ne doit-on pas aussi les admirer dans la mesure où ils ont souvent aussi voulu le progrès. Et pour le faire, le progrès, pour le faire advenir, pour changer positivement la société, il faut déjà le vouloir. Si vous ne croyez pas que vous pouvez améliorer quoi que ce soit, vous n'allez pas faire quoi que ce soit, a priori. Et inversement, la très forte motivation et l'élan vers un idéal à réaliser semble bien une condition nécessaire, sinon suffisante, pour réaliser le progrès en question. Donc là, je dis des choses qui échapperont peut-être à nos amis conservateurs ou de droite, mais voilà, moquons-nous et admirons. Et admirons a fortiori ceux qui avaient cette foi ou cette volonté de faire advenir le progrès sans que ça relève nécessairement d'une fatalité. C'est même encore plus beau comme ça. Et c'est ce qu'on trouve, je pense, chez des socialistes révolutionnaires comme Blanqui, par exemple. Blanqui a tout à fait critiqué la croyance au progrès perpétuel comme conservatrice, comme quelque chose qui nous pousse à croiser les bras et à attendre, à ne pas se révolter, justement. Qui a intérêt à cette croyance, finalement? On peut questionner ça aussi sur le plan politique.
Bien, j'espère que cette conférence vous a intéressé. Le sujet était riche, les auteurs croisés étaient nombreux, donc n'hésitez pas à me poser des questions pour ceux qui sont dans le vocal. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouveaux exposés. Salut!